Donc, je m'appelle Emmanuelle Bernier, je suis paysanne herboriste dans les Corbières. Et je suis bien sûr membre du syndicat des Simples. Installée sur une activité en plantes médicinales, en culture, en cueillette et en transformation. Principalement des plantes aromatiques de garrigue en cueillette sauvage, thym, romarin, sarriette, sauge, cyprès, laurier, millepertuis. Également en culture de la rose, de l'aloe vera, du géranium rosa pour mes transformations. Je suis également éleveuse, avec un troupeau de brebis, chèvres, vaches et de ânes qui pâturent dans mes parcs clôturés et en garrigue. Aujourd'hui, je vais témoigner devant vous de mes pratiques d'herboristerie pour les soins du troupeau et du contexte local dans lequel j'exerce cette activité en tant qu'éleveuse, et puis surtout des conditions dans lesquelles je peux ou pas poursuivre cette activité. Je vous expliquerai pourquoi ce contexte territorial actuel dans l'Aude est assez problématique. Donc mon approche de la santé du troupeau, on peut mettre la diapo d'après, merci, est essentiellement basée sur l'utilisation des plantes médicinales. J'ai étudié la théorie à l'école du Dr Willem à Paris pour la phyto et la galénique, et puis la pratique plutôt du côté empirique avec les bergers d'estive et mes collègues éleveurs. Et je mets en pratique tout ça sur mon troupeau depuis 13 ans que je suis installée sur ma ferme dans les Corbières. Avec deux approches, la récolte et la transformation pour une administration des préparations aux besoins sous forme d'huile essentielle, hydrolat, mélange de plantes sèches dans des blocs alléchés et des dosages de préparation huileuse ou de mélange alcoolique animal par animal à la dosette. Et je propose aussi cette approche-là à mes collègues éleveurs. Et la deuxième approche, c'est ce qu'on pourrait appeler l'automédication, c'est le self-service en garrigue. Je fais confiance à mes animaux pour choisir eux-mêmes les remèdes dont ils ont besoin, jour après jour, quand ils sont sur des zones de pâturage extensif. Et je prends pour exemple l'exemple du parasitisme, qui est géré en général par l'administration de solutions chimiques antiparasites très efficaces, dans lesquelles on trouve toujours une molécule létale, non seulement pour les parasites concernés, mais pour tous les insectes, en particulier les abeilles, qui viennent boire l'humidité des déjections des animaux. Donc voilà, on voit les abeilles. Les plus connus étant l'ivermectine, présent dans l'Ivomec, la deltamétrine qu'on trouve dans le Butox, que tous les éleveurs utilisent ou à minima connaissent. L'issue pour les abeilles est la même. Pour ma pratique, et puisque j'ai quelques colonies d'abeilles sur la ferme, il est évidemment inenvisageable d'avoir recours à ces solutions-là. Et donc, je laisse les animaux choisir durant leur parcours de pâturer les plantes médicinales dont ils ont besoin. On peut citer entre autres le romarin, le pistachier lentisque, le cad, le chêne. En particulier, on peut parler de la piloselle, voilà, qui vont être des antiparasites que les animaux vont choisir eux-mêmes. Et donc les animaux les pâturent, et en les pâturant, ils vont les tailler et les entretenir. Et par la suite, ponctuellement, je vais pouvoir effectivement les récolter pour les utiliser ponctuellement ou les proposer à mes collègues. Je tiens à préciser que je suis bien au courant que je n'ai pas le droit, en tant qu'agricultrice, de prescrire des plantes comme remède à des humains, en tant que naturopathe non plus. Si je choisis de le faire auprès de mes animaux, c'est avec le recul de mon expérience, alimentée de celle des autres éleveurs, qui font passer en premier la santé du vivant dans son ensemble. Et mon troupeau et mes abeilles me remercient. Je pratique également, au regard du parasitisme, la rotation des parcelles, c'est-à-dire que si les animaux mangent trop longtemps sur la même zone, ils réingèrent les larves de parasites qu'ils ont expulsées dans leur déjection, et plus ils rasent la végétation, plus ils se réinfestent. Donc il y a plusieurs pratiques qui vont alimenter cette recherche de lutte contre le parasitisme. Et également une sélection dans le renouvellement du troupeau, dans le sens où les animaux trop sensibles au parasitisme, je les fais sortir du troupeau et je ne conserve pas leur descendance. J'ai du mal à vous parler au présent, parce que tout ça, c'était avant.
Avant le 5 août dernier, avant le méga-feu qui a détruit 17 000 hectares dans les Corbières et dévoré ma ferme sur 21 hectares, mes sites de cueillette sauvage, mes cultures, le labo, l'alambic, la bergerie, le chalet dans lequel j'ai habité depuis 13 ans et mon troupeau de chèvres. Joël Labbé citait tout à l'heure où sont les cadavres. Et les voilà, entre autres. Donc, je suis actuellement éleveuse en distanciel. Alors, a priori, ça n'existe pas. Hein. Mais par la force des choses, comme mes pâturages ont disparu, mes animaux sont sur des terres qui appartiennent à des collègues agriculteurs plus loin et je les surveille en distanciel où je vais leur rendre visite ponctuellement. Une solidarité énorme s'est mobilisée suite à l'incendie à de nombreux niveaux. Et j'envisage la reconstruction des bâtiments petit à petit et la replantation en temps voulu. Sachant que j'ai besoin d'implanter d'abord de l'engrais vert, que je vais laisser 2 ans, et puis par la suite replanter les plantes médicinales que je voudrais à nouveau cultiver, et puis peut-être négocier mes places dans les boutiques et les marchés dans 5 ans. Voilà, ça c'est des choses qui vont prendre du temps. Mon monde s'est transformé en 24 heures, rien ne sera plus comme avant. Il faut tout repenser, reconstruire, définir les priorités, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il faut recommencer à zéro à partir de qui je suis aujourd'hui, et pas qui j'étais quand je me suis installée sur une reprise de projet. Et à condition d'avoir le courage et le soutien nécessaires, je peux dire aujourd'hui que c'est une formidable opportunité de reconstruire un système plus juste, plus vertueux et plus adapté au changement climatique dont on parlait tout à l'heure. Une opportunité qui est née d'un drame majeur qu'on aurait bien voulu éviter, mais qui, on peut se l'avouer, nous pendait au nez. Parce que les Corbières font partie d'une zone qu'on dit en cours d'aridification climatique, comme une partie du bassin méditerranéen. Le changement climatique se ressent cruellement. On tente de maintenir les activités agricoles à bout de bras. On irrigue les vignes, on fait venir du foin d'autres zones plus humides. Pour ce qui est des plantes médicinales, on n'est pas encore au point de rupture, dans le sens où les aromatiques de garrigue supportent bien la chaleur et même développent plus de concentration de molécules aromatiques pour se protéger des agressions extérieures. En revanche, les forêts deviennent des sources de combustible hautement inflammables, progressivement depuis la déprise agricole et pastorale au milieu du XXe siècle. Et les propriétaires privés, les communes et l'ONF n'ont plus les moyens d'y remédier. Donc c'est les troupeaux et les cueilleurs qui entretiennent les sous-bois, quand ils ont le droit. Et suite à cet incendie, le pastoralisme retrouve une légitimité essentielle dans l'entretien des milieux naturels. Enfin, ça a été une sorte de coup de pied au cul pour dire « Ah, finalement, les troupeaux, peut-être que cette fois-ci, on va les accepter. » Et donc la prévention des risques d'incendie. Et il est enfin considéré comme le levier majeur sur les plateaux sur lesquels aucune autre activité agricole n'est possible. Et c'est là que je voudrais attirer l'attention de nos sénateurs sur 2 points. Bien sûr, le premier, c'est qu'il est nécessaire de rendre accessibles aux éleveurs les solutions de soins naturels aux bases de plantes, pour la prévention et pour le soin des troupeaux. Par la formation de nos vétérinaires, qui sont formidables, mais pas assez nombreux sur le territoire, et celle des éleveurs qui ont besoin d'accompagnement dans leur pratique, et d'autoriser bien sûr la cueillette des espèces concernées. Et le second, qui est une condition incontournable pour que les plantes reviennent et que les troupeaux puissent jouer leur rôle de prévention des incendies, c'est le respect du sol. Suite au feu, on s'est retrouvé avec des forêts de troncs de pin d'Alep, comme vous voyez, brûlés, et des cadavres d'arbustes emmêlés. Et comme les arbres sont morts, les racines vont se composter et les troncs vont tomber dans les années qui viennent comme un gigantesque jeu de Mikado. Et en attendant, et même sur mes parcelles en propriété, je n'ai pas le droit de pénétrer dans la forêt brûlée pour effectuer mes cueillettes des plantes qui sont en train de ressortir par arrêté préfectoral. J'ai le droit de pénétrer dans mes parcelles uniquement pour faire du bûcheronnage, pour faire sortir le bois. Et c'est ça la réponse qui est proposée aux propriétaires forestiers,
qui est d'ores et déjà mise en œuvre par l'ONF et par le département. C'est de confier l'extraction des bois brûlés à des entreprises d'exploitation forestière qui vont vendre le bois à des méga chaudières industrielles, en l'occurrence à Gardanne, ou à des usines de pâte à papier. Et ça donne ça. Voilà, on n'est pas au Maroc, hein, on est dans les Corbières. D'une part, ça ne prend pas en considération le fait que cette matière organique extraite devrait au minimum en partie être restituée au sol pour le couvrir et permettre une transformation en humus, ce qui va permettre à une nouvelle végétation de s'installer. Je précise que dans ces conditions, le risque est que seule la végétation pyrophile revienne, celle dont l'implantation est stimulée par le feu et qui est hautement inflammable et qui augmente le risque d'incendie à répétition. Et on l'a déjà vu sur de nombreuses zones dans l'Aude et dans l'Hérault, des incendies qui reviennent sur une espèce de tapis de pin d'Alep qui reprend et qui rebrûle. Et d'autre part, la mise en œuvre de cette extraction doit être encadrée pour éviter la destruction du milieu et pour garantir le respect des sols et la remise en état des terrains défoncés par les machines, qu'on voit sur la diapo d'après. Les engins font entre autres des saignées dans le sens de la pente avec leurs chenillettes, qui deviennent des ruisseaux tant que la terre est humide et vident les sols de leur potentiel hydrique. Et on n'avait vraiment pas besoin de ça en plus. Et après, on attend que les troupeaux, solution miracle, nouvelle, viennent pâturer et limiter la prolifération de ces espèces pyrophiles, comme le chêne kermès, le pin d'Alep. Il se trouve que, heureusement, et c'est un progrès, on peut bénéficier d'une exception méditerranéenne qui a été votée récemment et qui autorise le pâturage dans les zones brûlées, alors que la loi Forêt, jusqu'à présent, interdit le pâturage pendant 10 ans après un incendie. Donc c'est déjà un progrès. Mais mes brebis qui me parlent me disent en substance « Maman, s'il n'y a que de l'entrée, on n'y va pas. Nous, il nous faut aussi du dessert. » Et donc, ça parle de régénération, en fait. On ne va pas compter sur les troupeaux pour remanger les repousses de pin d'Alep. Il faut qu'on se donne les moyens d'avoir une terre fertile et, dans l'idéal, de ressemer. Et ça, on peut le faire. Pour préserver le potentiel de fertilité des sols, l'humus et l'humidité. Donc au plus simple, par exemple, en broyant ces troncs qu'aujourd'hui on extrait, ou au moins une partie, et en laissant le broyat au sol. Et en se donnant les moyens de semer pour ramener de la matière organique, fixer les sols, limiter l'érosion, nourrir les troupeaux et permettre aux plantes médicinales de se réimplanter. Parce que le thym et le romarin, on n'a jamais vu que ça poussait dans le désert. Mais on peut mettre en place un cercle vertueux. Ça, c'est une zone de semis qu'on a fait sur une parcelle que j'ai fait broyer, qui était une ancienne garrigue. Et voilà, on voit la différence entre les parcelles que j'ai eu le droit de semer, qui sont les miennes, et les parcelles communales auxquelles j'ai pas eu accès, qui sont là en noir et blanc. Et j'ai pas trafiqué la photo. Celle-là, on peut se la garder pour après. Celle-là, c'est l'espoir, c'est la conclusion. Certaines actions de régénération seront faites avec peu de moyens, beaucoup de dons, du bénévolat, une mobilisation de la société civile qui met à l'honneur la solidarité dans l'épreuve et la certitude qu'ensemble, on peut avoir un vrai impact. Par exemple, les campagnes de semis que nous nous proposons de mettre en œuvre à grande échelle sur peut-être 10 000 hectares, puisqu'il y en a 17 000 de brûlés, à l'automne prochain. Et d'autres vont nécessiter de mobiliser des moyens financiers et techniques. Pourquoi pas un plan d'urgence pour la mise en place nécessaire dans l'Aude de forestiers sapeurs, dont nous avons cruellement besoin pour la prévention et la gestion post-incendie. Et l'accès aux pratiques régénératives pour les agriculteurs et les propriétaires ou gestionnaires de zones naturelles. Un projet de pépinière pédagogique est en cours. Des formations et des zones de mise en œuvre de pratiques vertueuses et durables également. Et après ce, il m'apparaît encore plus clairement que mon rôle de paysanne herboriste prend tout son sens. Paysanne dans le sens artisane du paysage.
en opposition avec exploitante agricole, ce qu'on coche sur les papiers, et dans l'idée que je ne vais plus exploiter ma terre au service de mes brebis, au service de mon portefeuille, mais là, clairement, dans cette situation d'urgence qui m'oblige à mettre du sens sur mon activité, travailler pour le sol et ne ramener la culture, les semis et les bêtes qu'au service du sol et pas le contraire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose dont j'avais l'intuition, mais qui prend clairement son sens là maintenant que, de toute façon, j'ai pas le choix. Ce que j'ai mis en place à mon petit niveau, c'est plusieurs choses. Pour anticiper les risques, j'avais fait, avant le feu, un immense pare-feu sur 2,5 hectares, 150 à 200 mètres de large, dans le sens du vent, pour protéger mon exploitation. Et qui était devenu ma parcelle de romarin, qui était venue en implantation spontanée et qui du coup, s'était acculturée. Je dis acculturée en opposition à ensauvager. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont mises en place et que j'ai entretenues et favorisées. Et donc, c'est cette parcelle-là qui a retenu le feu toute la nuit. Et que, comme dans le conte, ce n'est qu'au petit matin que le feu l'a dévoré. Parce que à la fin, le feu a fini par contourner et que les pompiers n'étaient pas là parce qu'ils n'étaient pas au courant. Donc, il y a très peu de choses qu'ils ont pu sauver quand ils sont arrivés. Mais c'est une certitude que ces coupe-feux transversaux, qui peuvent être des exploitations de plantes médicinales, qui peuvent être des pâturages, ils auraient sauvé une grande partie du territoire, si on avait accepté de les mettre en œuvre. J'ai pris aussi soin de faire broyer et semer, comme on voit là, le maximum de surface. J'ai fait des fascines. Ça consiste à couper les arbres morts avec des souches au niveau du genou et d'entasser de façon perpendiculaire à la pente les branches pour retenir l'eau et les sédiments et permettre justement d'avoir à nouveau de la fertilité sur les sols. Et mon projet à présent, c'est d'envisager des exclos. C'est le contraire des enclos. Dans les enclos, on garde les bêtes à l'intérieur et dans les exclos, on garde les bêtes à l'extérieur pour permettre d'avoir du pastoralisme sur les zones qu'on veut défendre, mais d'avoir aussi des zones protégées où on va permettre à la biodiversité de se réimplanter, éventuellement d'implanter des espèces qu'on va avoir sélectionnées, mais de gérer un équilibre entre le tout et le rien, le surpâturage, la protection des incendies et la protection de la biodiversité locale. On peut passer à la dernière photo. Merci. Donc, mon parti pris produit déjà des résultats grâce à une grosse mobilisation des amis et des bénévoles. Donc là, on dirait que j'ai dessiné mes parcelles au sol. Il se trouve que c'est vert là où j'ai semé et puis c'est noir et blanc sur le reste. Mes zones de pâturage et de cueillette sont repérables de loin, également sur la cime des arbres, parce que les cueillettes et le pastoralisme, ça entretient les sous-bois. Et on voit très clairement les zones où les pieds et les dents de mes animaux, ainsi que mes mains et ma faucille, sont passés. Et la plupart des arbres donc, sont toujours vivants. Et voilà, ensemble, on peut faire que cet événement majeur et dramatique soit un levier pour faire un pied de nez à ce concept très à la mode, qu'est la résilience. Ce qu'on souhaite, c'est pas de revenir à l'état d'origine et se satisfaire de retrouver un territoire en cours d'aridification, mais au contraire, de rebondir plus haut et d'encourager une croissance post-traumatique, de bâtir sur les cendres encore chaudes des projets vertueux de régénération dans le respect du vivant. Alors, j'ai pas ramené de flyer à vous mettre à disposition, mais s'il y en a certains qui sont intéressés pour qu'on poursuive cette réflexion, on peut trouver Manu Bernier sur Facebook. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pratique. Et puis, vous êtes les bienvenus dans les Corbières, sur place, pour poursuivre la réflexion. Merci.